Ce qui me fâche le plus quand je me plonge dans une histoire de true crime, c'est lorsque je réalise qu'une victime avait déjà demandé de l'aide, lorsqu'elle a parfois même tenté de fuir, d'imposer ses limites ou même de dénoncer son agresseur et de constater que, en bout de ligne, ça amenait à rien. C'est quelque chose qui revient souvent, trop souvent, là, mais à chaque fois, ça vient me chercher parce que ça prouve à quel point les victimes ne sont pas toujours crues et à quel point elles n'ont pas suffisamment de moyens sécuritaires pour se défaire de leur agresseur. Et malheureusement, l'histoire d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Parce que parfois, quand on porte plainte, on se retrouve face à un mur. Et quand on le fait pas, on continue simplement à vivre la violence et à la subir. Je l'ai mentionné souvent, là, mais le cycle de la violence, ça enferme les victimes, ça les amène à se sentir impuissantes. Alors imaginez maintenant, là, quand même le système les laisse tomber, comment elles doivent se sentir seules et en sécurité nulle part. Tu sais, c'est peut-être parce que je suis une femme là, que ces sujets-là viennent me chercher. C'est peut-être aussi parce que ça me fait terriblement peur de me retrouver dans une situation comme celle-là et de ne pas savoir comment faire pour m'en sortir de façon sécuritaire. Là. Mais quand j'entends des histoires comme celle-là, je peux pas m'empêcher de ressentir une vague énorme d'empathie pour les victimes, mais pour leurs proches aussi. Puis ce qui est le plus révoltant dans l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est que non seulement la victime n'a pas été protégée, mais elle sera également, d'une certaine façon, blâmée pour son meurtre. Aujourd'hui, on se transporte au Japon et on fait le point ensemble sur la mort inacceptable de Shiori Ino, une jeune femme de 21 ans abandonnée par un système judiciaire faillible et corrompu. Bienvenue à Mockshot. Donc, l'histoire d'aujourd'hui met en lumière un cas de violence conjugale survenu au Japon en 1999. Il s'agit d'une affaire qui a profondément choqué le pays et qui a permis, entre autres, de souligner les failles importantes liées au stalking et à la protection des victimes. On le verra plus tard, mais suite à ce drame-là, il y a plusieurs personnes qui se sont ralliées pour réclamer un renforcement des lois ainsi qu'une meilleure prise en charge des victimes au Japon. Et heureusement, parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle est particulièrement choquante. Et avant de me plonger dans la lourdeur des faits, j'aimerais ça d'abord vous parler de la victime pour lui rendre hommage et pour avoir une meilleure compréhension de qui elle est. Donc, Shiori, elle est née le 18 septembre 1978 à Setaima, au Japon. Et au moment des faits, elle est âgée de 21 ans et non seulement elle est magnifique, Shiori est surtout très intelligente et allumée là, comme femme. C'est une étudiante universitaire et elle vit en banlieue de Tokyo. Elle est décrite par ses proches comme étant une femme douce, discrète, ambitieuse, avec un avenir prometteur et tracé devant elle. Elle avait en elle une belle persévérance et n'était pas du tout du genre à baisser les bras facilement. Là. Au contraire, elle rêvait d'une vie confortable et bercée par la tranquillité. Et elle était prête à tout pour y arriver, mais comme vous vous en doutez, la suite de son histoire prendra une tournure bien différente, puisque Shiori deviendra malheureusement l'un des exemples les plus marquants de violence liés au harcèlement au Japon. Et tout ça, ça va commencer en janvier 1999, lorsque Shiori va faire la rencontre de Makoto Komatsu, un homme de 24 ans. Leur première rencontre va avoir lieu dans une salle d'arcade où il va l'approcher là, pour lui offrir son aide sur l'une des machines et Shiori va accepter volontiers. Et il faut dire que Makoto paraissait très bien et dès le départ, il va se présenter à elle avec beaucoup d'aisance. Il va se décrire comme un homme riche et influent et va expliquer à Shiori qu'il est un homme d'affaires prospère en plus d'évoluer dans le milieu de l'immobilier. Et à première vue, ce profil impressionne Shiori parce qu'elle-même, elle accordait de l'importance à tout ça, là, la réussite, l'ambition. Donc, l'image qu'il projetait ne la laissait pas indifférente. Elle était plutôt admirative de ce qu'il avait accompli pour son âge et tout ça, ça va finir par la séduire ou du moins, ça va finir par éveiller une certaine curiosité en elle. Lorsqu'ils vont se quitter ce soir-là, Makoto va lui proposer de se revoir et Shiori accepte, curieuse d'en apprendre davantage sur lui. Elle lui donne donc son numéro de téléphone cellulaire et les deux vont se dire au revoir.
Et de son côté, Shiori, elle est ravie de cette rencontre, elle est même excitée là, à l'idée de le revoir. Toutefois, c'est possible de penser que de son côté, Makoto ait pu ressentir une certaine satisfaction lui aussi, mais pour des raisons plutôt différentes. Parce qu'en réalité, il avait réussi à berner la jeune femme. En réalité, il ne s'appelait pas Makoto, mais bien Kazuhito Komatsu et il n'avait pas 24 ans, il en avait 26. Et là, vous vous en doutez, c'était également pas un entrepreneur prospère, là, comme il le disait, et il ne travaillait pas du tout dans l'immobilier, là. Au contraire, il gérait plusieurs boutiques érotiques à Tokyo et il était donc très loin du personnage qu'il avait inventé pour séduire la jeune femme. Et là donc, ils vont commencer à se fréquenter, ils vont se voir quelques fois, puis après 4 ou 5 rendez-vous, Makoto/Kazuhito là, va offrir à Shiori un cadeau d'une très grande valeur. Un cadeau qui lui a coûté très cher et qu'il présente comme une façon d'exprimer les sentiments qu'il développe pour elle. À ce moment-là, de lui offrir le cadeau, ils sont au restaurant et là, face à ce geste, Shiori se sent, bon, évidemment touchée, mais aussi un peu mal à l'aise parce que selon certaines sources, le cadeau, c'était une sacoche Louis Vuitton, là. Puis là, bon, c'est pas sûr à 100% que c'était ça, je tiens à vous le dire, mais peu importe, là, le cadeau coûtait très cher, puis c'est ça qui est important à la compréhension de l'histoire. Et ce cadeau-là, ben, ça la mettait vraiment dans une position inconfortable parce qu'à ce moment-là, de son côté, elle commençait à réaliser qu'elle n'était pas entièrement certaine de ce qu'elle ressentait pour lui. Ils avaient plusieurs points communs, mais elle ne développait tout simplement pas de connexion plus profonde. Elle aurait voulu là, que la relation évolue différemment parce qu'elle l'appréciait, mais ce sentiment-là d'amour ne lui venait tout simplement pas. Et pendant qu'elle prenait conscience de tout ça, ben de son côté, Makoto, lui, semblait déjà beaucoup plus investi émotionnellement. Ses sentiments semblaient s'être développés plus vite et avec une intensité beaucoup plus marquée. Et là, il faut savoir que Shiori, c'est quelqu'un qui aime pas brusquer les gens, là. Comme je l'ai dit tantôt, elle est douce, gentille, mais aussi assez timide. Et donc, elle finit par dire à Makoto qu'elle apprécie son geste, mais que le cadeau est beaucoup trop gros et qu'elle ne peut pas se permettre de l'accepter. Elle va lui expliquer tout ça en lui disant qu'elle n'a pas été élevée de cette façon-là et qu'elle préfère refuser. Elle insiste sur le fait qu'elle est reconnaissante et que ça n'a rien de personnel à lui, là, simplement qu'elle ne se sent pas à la même étape de la relation et qu'elle ne veut pas profiter de sa générosité. Elle est mal à l'aise là, en lui disant tout ça, mais elle estime que c'est plus respectueux d'être honnête que d'accepter le cadeau en sachant qu'elle ne voit pas nécessairement un avenir à leur relation. Et de son côté, Makoto ne comprend pas du tout le refus parce que dans sa vision des choses, de refuser un cadeau, ben, c'est un manque de respect, quelque chose qui ne se fait pas là, selon l'éducation qu'il a reçue. Et il va lui dire alors fermement que ben, dans son éducation à lui, elle aurait dû savoir que de refuser un cadeau, ben, ça se fait pas. Et là, très vite, la situation va escalader lorsque Makoto se sent vexé au point où il est presque blessé dans son orgueil. Parce que pour lui, ben, la relation allait bien jusque-là, il n'y avait aucun signe qui justifiait qu'elle ne soit plus intéressée. Et ce refus, ben, ça lui apparaissait comme un choc soudain, incompréhensible, voire même moqueur, jusqu'à laisser place à une montée de colère incontrôlable. Il va hausser le ton, ce qui va refroidir immédiatement Shiori, qui, de son côté, découvre une facette de lui qu'elle n'avait jamais vue. Elle est gênée, on se souvient, ils sont au restaurant et elle n'apprécie pas du tout qu'il lève le ton sur elle parce que jusqu'ici, ben, Makoto lui avait semblé être quelqu'un de doux, de respectueux, d'agréable à côtoyer. Et cette réaction colérique de sa part contrastait complètement avec l'image qu'elle s'était construite de lui. Elle était déstabilisée et surtout, elle ne comprenait pas pourquoi un geste qu'elle considérait comme anodin, voire simplement respectueux de sa part, avait-il pu provoquer une réaction aussi brusque et intense. Elle n'avait aucune intention de le blesser ou de rejeter Makoto, là, seulement de poser une limite pour pas brusquer les étapes de leur relation parce que, ben, elle trouvait que ça allait vite un peu. Mais là, face à la tension qui monte et à la colère qui s'installe, ben, elle commence aussi à ressentir une forme d'inquiétude et à ce moment-là, ben, elle est encore moins certaine de vouloir s'engager et de poursuivre la relation avec lui. Et pour éviter que la situation ne dégénère davantage et surtout par peur de sa réaction, ben, elle choisit finalement de céder et d'accepter le cadeau afin d'apaiser la situation, de lui faire plaisir et de désamorcer la crise. Et ils vont finalement quitter le restaurant. Mais ce soir-là, lorsque Shiori rentre chez elle, elle ne se doute pas que Makoto, ou devrais-je appeler à partir de maintenant Kazuhito, venait de l'entraîner dans un engrenage de violence coercitive. Et après cette chicane-là, cette soirée-là, ben, ils finissent quand même par rester en contact. Et quelques jours plus tard, Kazuhito va appeler Shiori. Kazuhito que je vais appeler Kazuhito à partir de maintenant,
pour faciliter la compréhension. Là. Je veux pas vous mélanger en l'appelant avec ces deux noms. Là, elle trouve ça bizarre parce qu'il va l'appeler sur son téléphone de maison. Puis Shiori, elle trouve ça étrange parce qu'elle est persuadée de ne lui avoir jamais donné ce numéro-là. Tu sais, elle se souvenait lui avoir donné son numéro de téléphone cellulaire, mais pas son numéro de téléphone fixe. Et sur le moment, elle trouve ça bizarre. Elle se demande comment il a fait pour obtenir son numéro. Mais bon, elle se dit que c'est pas la fin du monde, c'est juste un numéro de téléphone. Puis, elle choisit de ne pas s'inquiéter davantage, de pas en faire un problème, mais elle va garder ça en tête, puis elle trouve ça bizarre. Et là, peu à peu, il va se mettre à l'appeler, souvent, de plus en plus, chez elle, où elle habite avec ses parents, ce qui met Shiori inconfortable parce qu'elle lui avait laissé son numéro de téléphone cellulaire justement pour éviter qu'il appelle et que ses parents répondent. Déjà, là, elle ne sait pas comment il a fait pour obtenir ce numéro-là, mais aussi, il ne respecte pas son besoin d'intimité. Puis dans mes mots à moi, là, c'est un gros red flag. Au début du mois de mars maintenant, donc à ce moment-là, là, ça fait peut-être plus ou moins 3 mois là, qu'ils se fréquentent, Shiori va se rendre à l'appartement de Kazuhito afin de passer la soirée avec lui. À un certain point de la soirée, ils sont installés sur son divan, ils vont parler normalement jusqu'au moment où Shiori va remarquer qu'une caméra est pointée vers eux. La caméra est cachée, mais pas tant que ça, tu sais, puis elle semble être en train d'enregistrer. C'est comme quand ça flash rouge, là. Et là, évidemment, Shiori, elle n'avait pas été informée de ça, là. Elle était mal à l'aise et surtout, elle n'a jamais donné son consentement à être filmée, encore moins dans un contexte aussi intime qu'une date, là, si on veut. Et là, elle va lui poser la question à savoir s'il était en train de la filmer et si oui, pourquoi il ne lui avait pas demandé l'autorisation. Et c'est à ce moment-là que l'ambiance change drastiquement. Kazuhito va encore une fois réagir de manière impulsive et agressive. Il est sur la défensive, hausse le ton et gesticule de manière brusque. Et cette fois-ci, ils ne sont pas dans un lieu public. Ils sont tous les deux dans un petit appartement. Et à ce stade-ci, pour Shiori, ce n'est plus seulement une question de cadeau, de caméra ou de consentement, mais surtout la façon dont Kazuhito réagit constamment. Il lui fait peur et elle se sent complètement impuissante, comme si rien de ce qu'elle pouvait dire ne parvenait à l'apaiser et que tout ce qu'elle faisait semblait au contraire l'enrager davantage. Puis, dans un élan de rage, Kazuhito finit par la frapper violemment au visage. Elle est complètement sous le choc à ce moment-là et de toute évidence, complètement terrorisée vis-à-vis de ce qu'il venait de se passer. Elle a peur, elle pleure et attend qu'il se calme avant de placer un mot ou de tenter quoi que ce soit d'autre. Éventuellement, elle va prendre ses affaires et va lui dire qu'elle doit retourner chez elle. Et Shiori, à ce moment-là, elle prend la décision de quitter l'appartement. Elle est complètement bouleversée, confuse, mais surtout convaincue de ne plus jamais vouloir revoir cet homme. Elle va lui exprimer que la relation ne fonctionne pas, qu'elle aurait aimé que ça marche, mais qu'elle n'est tout simplement pas heureuse dans un climat de tension comme celui-là. Et alors qu'elle s'apprête à ouvrir la porte, Kazuhito va lui dire « Hey, ne crois pas là, que tu peux m'échapper aussi facilement, puis surtout, ne crois pas que tu peux me désobéir. » Puis vous me direz ce que vous en pensez, là, mais pour ma part, ce que je trouve révélateur de cette situation-là, c'est le timing des menaces qui surviennent précisément au moment où Shiori amorce une tentative de quitter. Il y a d'abord la chicane, le coup au visage, puis ensuite, il y a comme un bref moment où Shiori semble retrouver une forme de contrôle. Elle va prendre ses affaires, semble assez confiante pour s'exprimer là, sur le fait de vouloir rompre et partir. Et c'est à ce moment précis-là, lorsqu'elle ouvre la porte, que Kazuhito intervient pour lui en empêcher. Et ce qu'il va lui dire, ça s'inscrit dans un registre de contrôle coercitif parce que sa menace, ça sert à interrompre une tentative d'autonomie de la part de Shiori et à réaffirmer une forme de domination psychologique de la part de l'agresseur. Puis dans mes mots, c'est un peu comme s'il lui donnait une certaine marge de liberté pour ensuite la lui retirer juste après. Et pour vous expliquer ce que c'est le contrôle coercitif, c'est une stratégie de domination et d'emprise psychologique visant à violenter, exploiter, humilier ou manipuler un partenaire. Et selon le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, il s'agit d'une prise de contrôle insidieuse et progressive qui n'a pas nécessairement besoin de coups physiques pour s'exercer. C'est une forme de violence qui est souvent invisible pour l'entourage et ces stratégies-là, exercées de façon répétée, ont pour but d'établir et de maintenir une domination sur la victime et de la priver de ses droits. Et à titre informatif, l'effet cumulatif du contrôle coercitif, ça peut être tout aussi dévastateur que la violence physique pour les femmes et les enfants qui en subissent. Par exemple, dans le cas de Shiori, le fait qu'elle se sente obligée d'obéir à Kazuhito pour éviter qu'il se fâche, que ce soit en acceptant ses cadeaux ou, comme on le verra plus tard, en restant avec lui par peur des conséquences qu'une séparation pourrait entraîner,
Puis tout ça, là, ça s'inscrit dans un schéma de contrôle parce qu'elle a peur de ses réactions et s'en prise au piège. Puis ce qui est important de repérer ici, c'est le mécanisme de reprise d'emprise. Lorsque la victime amorce une séparation ou une tentative de quitter et qu'au moment de vouloir fuir, l'auteur de la violence active des stratégies d'intimidation pour rétablir le lien et faire peur. Et ce soir-là, Shiori va finalement réussir à quitter l'appartement, mais malheureusement, elle ne parviendra pas à le quitter de façon définitive. Et à partir de ce moment-là, le harcèlement ne fait que continuer et s'intensifier. Les abus s'aggravent et Shiori n'en peut plus. C'est pas la vie qu'elle s'était imaginée et ce n'est surtout pas la vie qu'elle souhaite vivre. Et là, un jour, dépassé par la situation, Shiori va finir par rassembler assez de courage et va se rendre au poste de police de la ville d'Ageo, un poste local, afin de raconter tout ce qu'elle vit au quotidien. Elle va décrire les menaces, les coups, les crises et va aussi parler des appels insistants et du fait qu'elle ne se sent plus du tout en sécurité dans la relation, mais surtout, elle mentionne qu'elle n'arrive pas à le quitter et que celui est impossible. Elle explique désespérément que chaque tentative de séparation se termine par des crises, des menaces et qu'elle ne sait plus quoi faire, notamment parce qu'elle a peur. Mais la réponse qu'elle va recevoir est fucking déconcertante. Là, je suis désolée, là, mais le policier qui la prend en charge va non seulement minimiser sa situation, puis ça me fâche tellement là, parce que le culot que ça prend pour regarder quelqu'un dans les yeux puis la revirer de bord, ça me dépasse. Selon lui, là, il ne s'agirait que d'une simple chicane de couple et il va lui dire qu'il ne peut malheureusement rien faire pour elle. Il va donc lui suggérer de se débrouiller toute seule. Genre, littéralement, Escave vient de dire qu'elle n'est pas capable de le laisser parce qu'il lui en empêche. Genre, je vous le dis, là, si vous êtes déjà fâché de cette histoire-là, vous n'avez pas fini de l'être. Parce que cette affaire-là, là, ça dépasse l'entendement. Là. Genre, elle fait quoi si elle a besoin d'aide? Genre, qui va l'aider si même la police l'intimide puis l'invalide? Genre, vraiment, là, ça me met hors de moi, là. Puis, tu sais, imaginez que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, là, ou que c'est votre fille. Genre, je dis pas ça pour être lourde, mais Shiori, elle a existé pour vrai. Puis ça lui a probablement tout pris pour se rendre au poste de police cette journée-là pour porter plainte. Puis une fois rendue sur place, elle se fait dire qu'elle exagère. Genre, voyons, c'est tellement révoltant, ça me fâche. Puis en ce moment, j'ai de la misère à me gérer. Je m'excuse. Fait que là, c'est ça. Malheureusement, il n'y aura aucune suite à cette plainte-là qui va être classée sans suite. Et quelques jours plus tard, le 24 mars, Shiori va se confier à une de ses amies proches. Elle va lui avouer qu'elle a peur, qu'elle n'aime pas la façon dont sa relation avec Makoto se dirige. Makoto, qui, on se souvient, est en réalité Kazuhito, là, sauf qu'à ce moment-là, Shiori ne le sait toujours pas. Elle va lui raconter qu'il l'a déjà frappée, lui parle de ses réactions violentes et lui raconte qu'il la harcèle par appel. Et elle se confie également sur une peur qu'elle n'avait jamais exprimée à voix haute, soit qu'il ne la tue. Et là, pour vous mettre en contexte, mais surtout pour souligner là, la gravité de la situation, à ce moment-là, là, on est le 24 mars, mais on se souvient, la relation entre Shiori et Kazuhito, là, elle a commencé en janvier. Fait que ça fait seulement 3 mois et demi qu'elles se fréquentent. À ce stade-ci, je sais même pas s'ils sont un couple. Sûrement, puis sûrement qu'ils le sont de façon... Tu sais, que Shiori a comme pas bien le choix d'être en couple avec lui. Donc, qu'elle ait peur à ce point-là, puis qu'elle se confie sur sa peur de mourir, honnêtement, ça fait peur, c'est pas normal, puis c'est vraiment dérangeant, puis ça me fait vraiment de la peine pour elle que la police ne l'ait pas pris au sérieux. Puis c'est dans ce même état de peur, de solitude et de désespoir que quelques jours plus tard, le 29 mars, Shiori décide de rédiger son testament. Elle a 21 ans, ça me brise le cœur, pour vrai. Et dans ce document-là, elle écrit que si jamais il devait lui arriver quelque chose, qu'elle était persuadée que Makoto en serait responsable. Puis honnêtement, ce genre de détail-là, ça me brise le cœur parce que c'est un détail qui revient dans plusieurs histoires de féminicide là, liées à la violence conjugale. Il y a plusieurs femmes victimes qui, avant d'être assassinées, avaient tellement peur pour leur vie, là, puis se sentaient tellement seules, tellement incomprises ou pas crues, qu'elle en venait à laisser des traces derrière elle par écrit, comme façon un peu là, de vouloir s'assurer que il y aurait une forme de justice après leur mort en sachant qu'il n'y en aurait pas de leur vivant. Imaginez à quel point il faut être terrifié, à quel point il faut se sentir seul et abandonné là, pour en venir à se dire qu'on va probablement mourir sans être protégé et sans être entendu. C'est horrible, ça fait peur. Et surtout, ça arrive trop souvent. C'est pas normal que les femmes victimes de violences conjugales en viennent à écrire le nom de leur agresseur avant de mourir.
Ça me donne des frissons, c'est horrible. Et là, bref, pour revenir à l'histoire, là, un jour, lorsqu'elle tente une fois de plus de mettre fin à sa relation avec Kazuhito, celui-ci va réagir encore une fois en la menaçant. Il va lui dire qu'elle n'a pas le droit de le quitter et va affirmer que si elle insiste, qu'il ne se gênerait pas à lui causer du tort à elle ou à un membre de sa famille. Et face à cette menace, Shiori se sent piégée et va finir par rester dans la relation contre son gré. Puis là, je me permets de faire une parenthèse ici là, parce que le fait d'être constamment menacé à chaque fois qu'on tente d'exprimer son opinion, de s'affirmer ou de poser ses limites, alors que l'autre personne trouve systématiquement toujours un moyen de les invalider ou d'imposer sa domination, ben c'est de la violence parce qu'à la longue, ça instaure un climat de contrôle qui vise à faire peur, en plus de créer des barrières qui limitent les possibilités d'une victime à pouvoir s'échapper. Un peu comme si chaque solution finissait par lui sembler risquée ou dangereuse, ce qui réduit progressivement ses marges de manœuvre jusqu'à ce qu'elle en vienne à croire qu'elle est prise au piège et qu'elle n'a aucun moyen sécuritaire pour s'en sortir. Et dans tout ça, ben, la victime peut en venir aussi à s'isoler involontairement, notamment à travers le contrôle coercitif, comme je l'ai dit tantôt. Tranquillement, pas vite, elle va perdre confiance en elle, elle va avoir l'impression de perdre ses moyens, ses repères, et tout ça, ben, ça renforce le pouvoir du conjoint violent qui parvient à obtenir ce qu'il veut, soit de maintenir le contrôle et de garder sa partenaire dans un climat de violence, de peur et de vulnérabilité totale. Puis on va le voir plus tard, mais cette affaire, elle a tout de même mené à une prise de conscience là, en ce qui a trait au harcèlement au Japon, mais ça reste extrêmement difficile de ne pas être bouleversée et choquée en réalisant que certaines femmes en viennent à écrire dans leur testament le nom de leur futur assassin. Puis bref, ça me brise le cœur de constater qu'encore aujourd'hui, il y a certaines femmes qui se font pas croire puis qui se font demander de devoir apporter des preuves concrètes pour démontrer que ce qu'elles vivent est réel, alors qu'on le sait très bien que dans plusieurs cas, il y a tout simplement pas de preuves visibles. Puis il faut pas oublier que les agresseurs, eux autres aussi, là, ils sont conscients que la violence psychologique, ça laisse pas de traces. Puis dans la plupart des cas, ben ils en profitent. Puis certains vont même adapter leurs gestes en conséquence. Là, parfois, là, il peut arriver, par exemple, que certains conjoints violents vont choisir de frapper à des endroits du corps qui sont moins visibles, précisément pour éviter que les marques soient remarquées par l'entourage. Et tout ça, là, c'est extrêmement réfléchi et conscient au moment des actes, ce qui résulte d'une prise de contrôle. Puis on dit parfois que le conjoint violent va perdre le contrôle lorsqu'il en vient à être violent, mais j'aime vraiment pas cette expression-là, ni quand je m'exprime comme ça, parce que ben, la violence, au contraire, c'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Puis je le dis parce que la recherche de contrôle, ça peut aller loin. Et encore une fois, je vous raconte une histoire qui le démontre parfaitement. Puis comme je l'ai dit tantôt, la violence psychologique et verbale, ben, elle est souvent plus difficile à détecter de l'extérieur. Alors, pour les femmes qui subissent ce type de violence, c'est très compliqué et difficile de s'en défaire parce que dans l'intimité, la personne peut se montrer humiliante, intimidante, rabaissante, alors qu'en présence de la famille ou des amis, ben, elle peut paraître agréable, serviable et tout à fait gentille. Et ça, là, ça crée énormément de confusion chez une victime qui peut en venir parfois à douter d'elle-même et à se demander si c'est elle le problème, parce que personne autour ne semble percevoir la même réalité. Et même que parfois, pour l'entourage qui n'a jamais été témoin de ce qui se passe en privé, bien, ça peut être très difficile pour eux aussi de croire et de comprendre pleinement la situation. Et pour les femmes qui vivent ces violences-là, bien, au moment de vouloir sortir d'une relation, bien, la peur de ne pas être crue, là, ça peut devenir un obstacle important. Le fait de se dire que mes proches l'aimaient bien ou peut-être que personne n'a vu ce côté-là de lui, bien, ça peut renforcer un sentiment d'isolement qui, peu à peu, crée une forme de prison psychologique où la personne se retrouve seule avec son vécu sans validation extérieure de ce qu'elle traverse. Donc, pour en revenir à l'histoire, le 13 juin, Shiori va une fois de plus tenter une discussion avec Kazuhito. Elle anticipe le moment, elle a peur de comment il va réagir, mais elle décide d'y aller avec une approche différente en espérant qu'il soit compréhensif cette fois-ci. Ils se rendent donc dans un café et sur place, elle va lui dire qu'elle souhaite rompre avec lui. Elle va lui expliquer qu'il ne s'aime clairement pas, qu'elle a l'impression de toujours le décevoir et que les chicanes la rendent profondément malheureuse. Elle va lui suggérer donc de mettre un terme à leur relation en présentant l'idée comme une décision qui serait bénéfique pour eux deux. Elle s'était préparée à cette discussion-là et savait que ça n'allait pas être facile, mais elle se disait que peut-être qu'il allait finir par réaliser qu'il n'était tout simplement pas heureux avec elle non plus et elle décide de tenter sa chance à nouveau.
Et comme on le voit dans la majorité des cas de violence conjugale, immédiatement après la rupture, Kazuhito intensifie son harcèlement. Of course, il réagit avec rage, la menace et va tenter de l'humilier à maintes et maintes reprises. Entre autres, il va lui répéter des propos du genre « Sans moi, t'es rien »,« Sans mon argent, tu serais à la rue »,« Il y a personne qui s'en soucierait », blablabla, alors que c'est complètement faux. Tu sais, Shiori, c'est une femme ambitieuse avec une volonté de réussir et un besoin d'accomplissement. Tu sais, c'est une fille full sérieuse dans ses études, persévérante et audacieuse dans tous les projets qu'elle voulait accomplir. Donc, tout le contraire de ce qu'il lui disait. Et là, un peu dans ces eaux-là, mais j'ignore la date exacte, là, c'était pas mentionné dans aucune de mes sources, mais on sait que Shiori va finir par découvrir la véritable identité de Makoto. Elle réalise alors qu'il s'appelle en réalité Kazuhito en apercevant son permis de conduire alors qu'elle se trouve dans son véhicule. Et là, je suis malheureusement pas en mesure de vous dire si cette découverte-là a joué un rôle dans sa décision de prendre ses distances à ce moment-là, ni même si elle a officiellement été mentionnée aux autorités au moment d'apprendre sa réelle identité. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir d'ici, Shiori a conscience de l'identité réelle de l'homme qui la harcelait. Et le même jour, donc plus tard, mais dans la même journée où est-ce que Shiori va annoncer à Kazuhito qu'elle souhaite rompre, Kazuhito et son frère Takeshi vont se présenter au domicile de Shiori où elle habite avec son père et sa mère. Puis à ce moment-là, elle est seule avec sa mère et là, vous pouvez vous en douter, là, elles sont toutes les deux complètement terrifiées lorsqu'elles aperçoivent les deux hommes rentrer brusquement dans la demeure. Kazuhito exige alors de récupérer chacun des cadeaux qu'il lui avait offerts et il ordonne qu'on les lui remette tout de suite. Et au même moment, heureusement, là, le père de Shiori va revenir du travail et de toute évidence, il est complètement sous le choc en découvrant ce qui se passe chez lui. Et rapidement, il se retrouve lui aussi menacé par les deux hommes, mais demeure impassible face à leurs cris et leur ordonne de quitter les lieux immédiatement sous menace d'appeler la police. Les deux hommes vont heureusement finir par partir et en quittant le domicile, Kazuhito va crier à Shiori qu'elle pouvait garder les cadeaux, qu'il ne les veut plus et qu'il n'en aura pas besoin, finalement. Sauf que drôlement, plus tard dans la soirée, la famille va recevoir un appel pour exiger que Shiori retourne l'entièreté des cadeaux à Kazuhito. Et à la suite de cet appel-là, plusieurs autres vont suivre et ce harcèlement téléphonique va persister jusqu'en octobre 1999. Donc, pendant 4 mois encore, là, il va appeler et appeler à maintes et maintes reprises chez elle pour maintenir son emprise et lui laisser savoir qu'il la surveille. Puis ses parents là, sont témoins de tout ça. Et là, comme vous pouvez vous en douter, à un certain point, ils sont plus capables. Donc, le 15 juin, elle va retourner voir à nouveau la police, mais cette fois-ci, elle y va accompagnée de ses parents, donc de son père et de sa mère. Ils y vont pour faire une plainte à l'encontre de Kazuhito Komatsu, affirmant qu'il est le même homme que celui qu'elle croyait être Makoto. Elle exprime clairement qu'elle est inquiète, qu'elle se sent impuissante, en danger, et qu'elle ne se sent plus du tout en sécurité dans cette relation à laquelle elle est incapable de mettre un terme. Ils vont ensuite raconter l'événement survenu 2 jours plus tôt, donc la fois où Kazuhito et son frère étaient entrés par infraction au domicile pour récupérer ses cadeaux et en menaçant toute la famille. Ils racontent tout dans les moindres détails et au lieu de les prendre au sérieux, les policiers vont encore leur répondre simplement qu'elle aurait dû lui rendre ses cadeaux ce jour-là et que selon eux, le fait de ne pas l'avoir fait rendait sa situation moins crédible, mais pire encore, justifiait même la colère que ressentait fucking Kazuhito. Genre, je m'excuse, là, on parle quand même d'un homme qui, on se rappelle, l'avait lui-même forcé à accepter ces cadeaux-là au départ, là. Puis cette soirée-là, là, du 13 juin, elle avait même pas eu le temps de lui remettre, qui était déjà en train de lui dire qu'il n'en avait plus besoin, là, genre. Fait que, tu sais, je suis désolée, ça me fâche tellement, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est vrai qu'on est en 99 à ce moment-là, puis on est dans une autre culture aussi, là, mais quand même, ça remonte pas à si longtemps que ça, là, puis c'est difficile de pas être choqué par ce niveau d'indifférence et par ce manque de compréhension de la part des policiers. Ses parents étaient eux aussi, là, évidemment, sous le choc devant cette indifférence policière qu'ils trouvent complètement irresponsable, là, pour reprendre leurs mots. Puis en fait, on va leur conseiller simplement de se rendre dans un centre juridique gratuit et lorsqu'ils s'y rendent, complètement désespérés, le juriste qui va les recevoir va lui aussi tenir un discours désobligeant. Genre, selon lui aussi, là, Shiori n'aurait pas dû accepter les cadeaux si elle voulait pas s'engager avec lui.
Puis selon ses explications, Shiori avait bel et bien mentionné le fait qu'au moment d'accepter les cadeaux, qu'elle n'était pas certaine de ses sentiments à ce moment-là, d'où son refus initial. Mais selon le juriste, le fait de les avoir acceptés quand même, ben ça venait à ses yeux invalider et contredire sa demande d'aide. Shiori va mettre de l'emphase sur le fait qu'elle n'avait pas le choix d'accepter, là, qu'il faisait des crises lorsqu'elle refusait, puis qu'il lui disait aussi qu'elle était mal élevée là, si elle les acceptait pas. Mais encore une fois, on va lui répondre que, ben, vu qu'elle les avait acceptés, il avait le droit d'être en colère contre elle parce qu'elle avait profité de lui. Genre, le culot que ça prend, là, genre, c'est tellement invalidant puis frustrant, là, d'autant plus que ben, c'est déjà genre la deuxième fois qu'elle se plaint, là, puis que ses parents avaient eux aussi été témoins de tout ça, là, puis qu'ils s'étaient plaints d'avoir été des victimes collatérales eux aussi, lorsque les deux gars s'étaient présentés de manière brusque et inattendue au domicile. Fait que, tu sais, malgré tout ça, là, je comprends pas que c'était pas suffisant. Et malgré tout, les autorités n'ont rien fait pour tenter de protéger ni Shiori ni ses parents. Le lendemain, donc le 16 juin, Kazuhito va harceler Shiori. Il va l'appeler à plusieurs reprises pour lui mettre énormément de pression. En fait, là, il va l'exiger à se remettre avec lui et ce n'est pas négociable. Il ne lui laisse aucun choix. Shiori va alors lui dire que non, qu'elle ne veut pas et va lui dire que s'il continue d'appeler, qu'elle irait voir la police à nouveau et qu'elle ne se gênerait pas. Et suite à ça, il va tomber dans une colère noire et va raccrocher brusquement. Le 21 juin, donc dans la même semaine, Shiori va lui renvoyer par la poste tous les cadeaux qu'elle avait reçus de sa part. Et le lendemain, le 22 juin, le frère de Kazuhito, donc Takeshi, va contacter un certain Yoshifumi Kubota. Yoshifumi Kubota, my God, c'est des noms quand même difficiles, je m'excuse. Un homme de 33 ans que je vais appeler Kubota là, pour la bonne compréhension de l'histoire, et il va lui proposer un contrat de 20 millions de yens pour assassiner Shiori. Kubota va accepter la proposition et va recruter à son tour deux connaissances du nom de Akira Kawakami et Yoshikata Ito afin de l'assister dans le plan. Puis là, je vous le dis d'avance, là, je vais toutes les appeler par leur nom de famille. Parce que sinon, ça va être vraiment compliqué pour moi puis pour vous, là. Donc, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, Kazuhito, lui, va quitter la région et va partir vers Okinawa le 5 juillet 99 dans le but de se créer un alibi. Sauf qu'avant de partir, évidemment, il va chercher à faire chier une dernière fois la famille Ino. Et donc, ça m'amène à vous dire qu'entre juillet et août 1999, la famille de Shiori va se voir subir encore plus de harcèlement de la part de Kazuhito. Entre autres, des milliers de petits pamphlets vont être distribués partout dans le village où habitait la famille Ino, donc à leur lieu de travail, chez eux, comme partout, là. Puis pour vous mettre en contexte, il faut savoir qu'au Japon, l'honneur, l'intégrité et tout ça, là, c'est vraiment des valeurs extrêmement importantes. Et ces petits pamphlets-là qui ont été distribués, ben, ça comportait des informations désobligeantes sur la famille Ino, puis ça les mettait vraiment dans une situation d'embarras total. Donc, comme je vous le disais, là, en sachant que l'honneur, ben, c'est une valeur vraiment importante au Japon, vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu sur eux, là. C'était dévastateur. Les parents étaient affectés à un point tel que même pour eux, cette histoire-là, là, c'était rendu le comble du comble. C'était épouvantable, puis même eux, là, ils ne voyaient plus la fin. Non seulement ils étaient témoins de tout ça, ils voyaient là, leur fille souffrir, puis ils se sentaient complètement impuissants là, face à tout ça, mais ils se retrouvaient eux aussi là, de plus en plus submergés dans une histoire qui prenait une place grandissante dans leur propre vie, parce que eux aussi en subissaient les conséquences. Puis ce que je trouve complètement ironique avec tout ce que je viens de vous dire, là, c'est que, comme je le disais, ben, au Japon, l'honneur, l'intégrité, c'est des valeurs fondamentales. Donc, le fait de bien faire les choses, d'être rigoureux, d'être performant, ben, c'est quelque chose qui est très valorisé. Et notamment, on en entend souvent parler là, avec l'exemple qu'à l'école, les jeunes sont souvent soumis à une pression vers l'excellence. Mais dans cette affaire-là, il n'y a absolument rien qui a été fait de la bonne façon, là. La victime, elle a été diffamée, invalidée, elle n'a même pas été prise au sérieux. Et le travail des policiers a considérablement été botché, là. Fait que je me demande vraiment où est-ce que les policiers, entre autres, sont allés chercher leur honneur et leur intégrité dans cette histoire-là. Parce que de mon point de vue, ça manque clairement d'humanité, de cœur et de sensibilité. En septembre 1999, la police va se présenter au domicile de la famille Ino. Et ce jour-là, la mère de Shiori est seule à la maison et c'est donc elle qui va les accueillir.
Lorsqu'elle leur ouvre la porte, les policiers vont lui expliquer que la raison de leur visite au domicile concernait la plainte pour harcèlement qu'ils avaient fait en juin dernier. Et là, contre toute attente, parce qu'à la base, elle a pensé que, il allait leur annoncer probablement une bonne nouvelle, que whatever, mais non, au contraire, ils vont lui demander poliment de retirer la plainte. Et là, la mère de Shiori va répondre que non, qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle retire la plainte, surtout considérant qu'elle savait que de retirer une plainte, ça pourrait empêcher toute autre démarche ultérieure liée à ce dossier. Et là, la police va lui répondre que c'était pas vrai, qu'elle pourrait refaire une plainte à tout moment si elle le voulait, ce qui est complètement faux. Alors, pourquoi le policier lui a dit ça si c'est pas vrai, c'est tellement fâchant? Puis une hypothèse qui est souvent évoquée là, à travers les sources que j'ai consultées, c'est que une plainte non résolue, ça pouvait nuire aux statistiques du poste de police. Donc, dans ce contexte-là, on peut se douter que la réputation du poste de police pouvait grandement influencer la gestion de certaines affaires, notamment celles jugées plus difficiles à résoudre. Mais là, quoi qu'il en soit, la mère de Shiori connaît quand même ses droits là, et elle va refuser de retirer la plainte. Et malgré ça, le harcèlement va continuer. Et pire encore, ce qu'elle ignorait, c'est que depuis quelques semaines, Kubota, Kawakami et Ito possédaient la photo de sa fille. Et encore à la fin des années 90, le harcèlement, c'était encore un concept relativement nouveau là, dans le système juridique japonais. Il y avait beaucoup de policiers là, qui ne comprenaient pas que les victimes ne pouvaient pas simplement s'éloigner là, et qui ne comprenaient pas l'urgence d'intervenir en situation où l'agresseur était obsessif, manipulateur et potentiellement dangereux. Et tristement, là, plutôt que de prendre ces menaces-là au sérieux, les signalements de Shiori ont été ignorés, voire écartés, et même qu'ils se sont retournés contre elle. Ce sera le 26 octobre 1999 que Shiori Ino va partir de chez elle à vélo pour se rendre à la gare d'Okikawa. C'était un mardi comme les autres et elle se dirige vers l'université afin d'assister à ses cours d'après-midi. Et les trois hommes savaient exactement quel trajet elle prenait cette journée-là parce qu'ils avaient pris soin d'analyser ses routines et ses habitudes quotidiennes dans les derniers mois. Elle sera d'abord repérée par Kawakami qui roulait en voiture après s'être rendu à la gare pour y déposer son acolyte Kubota. Lorsque ce dernier aperçoit lui aussi Shiori, il s'approche d'elle alors qu'elle se gare avec son vélo. Elle est dos à lui, n'a le temps de rien voir, et tout d'un coup, elle sent son souffle se couper. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais lorsqu'elle sent son souffle se couper à nouveau et qu'elle remarque la quantité de sang qui coule sur elle, elle réalise qu'elle vient de se faire poignarder dans les côtes. En se retournant, Kubota va la poignarder une seconde fois, et cette fois-ci directement dans le cœur. Shiori va s'effondrer au sol, et lui, il va prendre la fuite. Plusieurs témoins vont avoir vu la scène et heureusement, ils vont appeler les urgences. Shiori, elle, se vidait de son sang et rapidement, elle sera transportée d'urgence à l'hôpital central d'Ageo où elle succombera malheureusement de ses blessures. Et ce que je trouve inacceptable dans cette histoire-là, c'est non seulement le fait que la police n'a rien fait là, pour tenter de sauver Shiori, elle s'est littéralement faite abandonner, là, mais non seulement ça, immédiatement après son meurtre, les communications publiques de la police de Sataima auraient contribué à façonner une image profondément choquante de la victime. Plutôt que d'être présentée comme une jeune femme ayant subi de la violence conjugale, Shiori est dépeinte comme une personne frivole, attirée par le luxe en profitant de la bonté et de la générosité des gens. Et dans cette version relayée publiquement, le fait qu'elle ait conservé certains cadeaux, ça avait été mis de l'avant, évidemment, sans jamais contextualiser la peur et la pression qu'elle subissait depuis près d'1 an. Ça n'a jamais été mis de l'avant non plus qu'elle avait demandé de l'aide et cette absence de nuances, là, ça l'a contribué à alimenter une perception très défavorable autant envers elle qu'envers sa famille. Puis ça me fâche parce qu'ils ont vécu l'enfer, puis encore, après la mort de leur fille, sont encore en train de se faire target, genre c'est horrible. Puis pendant ce temps-là, les criminels, genre les 5 gars, genre qui ont fait ça, on n'en parle pas, genre? Mais non, ça n'a pas de bon sens. Ça fait aucun sens. Puis c'est pas tout parce que les médias ainsi que la presse grand public vont s'emparer rapidement de l'affaire en diffusant des récits sensationnalistes, en véhiculant des rumeurs particulièrement fausses sur Shiori, là, notamment des allégations selon lesquelles elle aurait travaillé comme escorte, ce qui est pas vrai pantoute. Puis à ce moment-là, elle est décédée, là, sa famille est en deuil, puis les médias se permettent de la dépeindre comme ça se fait vraiment pas, là.
Et ce ne sera que grâce au travail d'enquête d'un certain journaliste du nom de Kiyoshi Shimizu que l'affaire aurait ensuite été recontextualisée là, et que d'autres éléments plus complexes et plus proches de la vérité auraient commencé à émerger. Son travail publié dans le magazine Focus met en lumière l'ampleur du harcèlement subi par Shiori et va contribuer à rétablir une partie des faits, là, tout en révélant l'identité de certains des auteurs impliqués. Ce sera donc le 19 décembre 1999 que Yoshifumi Kubota, de 34 ans, donc celui qui a tué Shiori, va être arrêté. Le lendemain, le 20 décembre 1999, Takeshi Komatsu, de 29 ans, donc le frère de Kazuhito, va être à son tour arrêté. Cette même journée-là, Akira Kawakami et Yoshikata Ito seront également arrêtés et le 16 janvier 2000, 8 autres personnes vont être arrêtées pour leur participation au harcèlement et un mandat d'arrêt est aussi émis contre Kazuhito Komatsu qui n'était toujours pas arrêté. Il va prendre la fuite vers Sapporo dans le nord du Japon et c'est à ce moment-là, fun fact, là, qu'il va être suivi par le journaliste Kiyoshi Shimizu. Et pour vrai, props à cet homme-là qui a fait un travail remarquable et un vrai travail d'enquête, vraiment mieux exécuté que celui des policiers, là. Et il va d'ailleurs recevoir plusieurs prix en 2001 pour son travail exceptionnel, notamment pour avoir mis en lumière des dysfonctionnements similaires dans d'autres affaires criminelles. Donc, comme je le disais, là, le journaliste Kiyoshi Shimizu, il avait suivi Kazuhito Komatsu et c'est d'ailleurs le 27 janvier 2000 que le corps de Kazuhito Komatsu sera découvert dans un lac près de Teshikaga. Et l'enquête va conclure à un suicide parce qu'une lettre avait été retrouvée dans ses effets personnels à l'hôtel où il logeait juste avant sa mort. Et dans cette lettre, il indiquait avoir prévu de mettre fin à ses jours peu après avoir orchestré le meurtre de Shiori. Et finalement, une audience législative va être tenue afin d'examiner l'enquête policière qui, selon la famille et le journaliste, a été négligée. Et le journaliste a examiné les incohérences dans le rapport de police et a rencontré la famille de Shiori, puis il va être capable de mettre en lumière les liens criminels de Kazuhito et de ses complices. Et en publiant ses conclusions, il a été capable de démontrer que Shiori était une victime et non une coupable comme l'avaient dépeinte les médias. Le chef de la police va donc présenter des excuses officielles à la famille de Shiori pour leur manque d'effort et de professionnalisme, mais évidemment, là, ça leur ramène pas leur fille. J'ai mon opinion par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas, ça excuse vraiment pas. Puis même si leurs excuses sont sincères, il est vraiment trop tard, malheureusement. Et à la suite d'une enquête qui sera menée à l'interne, il y a 6 agents de police qui seront également sanctionnés, puis 3 policiers seniors qui seront licenciés et inculpés pour falsification de documents en lien avec le refus de traiter les plaintes déposées par Shiori et ses parents pendant qu'elle vivait du harcèlement. En novembre 2000, il y a finalement une loi encadrant le harcèlement au Japon qui sera adoptée et elle sera adoptée en partie à la suite de cette affaire qui a choqué le Japon en entier. Cette loi visera à encadrer les comportements persistants motivés par des sentiments d'affection ou de rancune et elle définit le harcèlement comme le fait de suivre de manière répétée une personne spécifique, que ce soit dans un contexte d'obsession amoureuse, de vengeance ou d'hostilité. Et parmi les comportements visés, là, on parle notamment du fait de suivre une personne, de la surveiller, de l'attendre près de son domicile ou de son lieu de travail, d'y pénétrer sans autorisation ou encore de la contacter de manière insistante. Sont également concernés les appels répétés, l'envoi d'objets inappropriés ou perturbants, ainsi que certains actes de diffamation ou de comportement portant atteinte à la dignité ou à la pudeur sexuelle. Et ce que je trouve intéressant, là, c'est que cette législation-là va avoir été amendée à plusieurs reprises afin de s'adapter à l'évolution des formes d'harcèlement. Par exemple, en 2021, il y a un 3e amendement qui est venu renforcer la loi japonaise sur le harcèlement. Ça a été adopté dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles formes de stalking, notamment l'utilisation de dispositifs GPS installés sur le véhicule d'une personne sans son consentement, ainsi que l'exploitation malveillante de données personnelles obtenues par d'autres moyens. Et là, autre chose là, que je trouve intéressant dans tout ça, là, c'est qu'en 2023, les cas de violation de la loi anti-harcèlement au Japon ont atteint 1081 signalements, soit une hausse de 51 par rapport à l'année d'avant. Et ces chiffres-là, ça montre que malgré l'existence d'un cadre légal, que les comportements de harcèlement restent encore largement présents dans la société.
Finalement, le 22 décembre 2000, la famille Hinault va intenter une action en justice contre la police de Sataima. Le tribunal va reconnaître une faute administrative de la part de la police, certes, mais va rejeter le lien direct entre la négligence policière et le meurtre de Shiori. Cette décision sera d'ailleurs confirmée en appel 2026. Concernant les condamnations, le meurtrier de Shiori, donc Kubota, va écoper de 18 ans de prison. Ses deux complices seront chacun condamnés à 15 ans de prison. Takeshi, le frère de Kazuhito, reçoit pour sa part une peine de prison à perpétuité. Et comme je vous l'ai dit tantôt, Kazuhito s'est enlevé la vie, donc il ne sera malheureusement jamais jugé pour tout ce qu'il a fait endurer à la famille Hinault. Donc voilà, c'est ce qui vient compléter l'histoire entourant la mort tragique et inacceptable de Shiori Hinault. Comme je l'ai mentionné en début d'épisode, il s'agit d'une affaire qui s'est déroulée au Japon, là, donc je tiens à le dire, là, mais la barrière de la langue limite un peu mes recherches, puis ça fait en sorte qu'il y a peut-être certains faits qui me sont peut-être manquants ou incomplets, tu sais. Mais bon, je pense quand même que je vous ai raconté une histoire fidèle aux faits, puis que je vous l'ai racontée de manière assez détaillée pour bien en comprendre les événements marquants. Puis là, j'avais envie de revenir sur certains points là, que j'ai abordés dans l'épisode, là, notamment le love bombing. Là. C'est pas normal d'avoir une pression à développer des sentiments en début de relation. Ça devrait se faire de façon naturelle. Puis, pour l'avoir déjà vécu un peu, là, je me confie un peu à vous, là, mais de recevoir des cadeaux ou de recevoir des longs textes puis beaucoup, beaucoup d'attention en début de relation, là, ça peut créer un sentiment d'être redevable envers l'autre. Puis ça peut créer une pression à devoir développer des sentiments plus vite. Puis là, je parle d'expérience personnelle. Moi, pour ma part, ça m'avait vraiment, vraiment repoussée, là. J'avais l'impression que plus que la personne insistait, plus que moi, genre, j'étais comme moins intéressée, là, tu sais. Fait qu'à travers l'histoire, je me suis tellement reconnue dans Shiori, évidemment, j'ai pas vécu cette histoire-là de la même ampleur, mais quand elle refusait un cadeau puis qu'elle l'acceptait par la suite, je peux comprendre le sentiment que ça lui causait, là, la pression de se dire, je l'ai accepté, mais ça me tente pas. Fait que là, faut-tu que, je suis redevable, j'y dois-tu quelque chose, si je développe rien en retour, il va-tu m'en vouloir, tu sais? Fait que c'est tellement quelque chose de complexe. Puis je pense que c'est important d'être capable de mettre nos limites. Puis tu sais, Shiori, elle les avait mis, ses limites, puis elle n'a pas été capable de tenir son bout. Je pense pas que c'est de sa faute, évidemment, parce que elle aurait voulu être capable, mais Kazuhito l'en empêchait. Mais je pense que justement, au moment où l'autre personne ne respecte pas nos limites, c'est important que ça sonne une cloche puis que ce soit un red flag, parce que ça veut pas dire que ça va se terminer de cette façon-là, mais c'est un élément déclencheur qui peut mener à d'autres comportements contrôlants, violents, puis qui peut entraîner une femme, qui peut vous entraîner en fait dans une relation abusive. Puis je tenais à le mentionner parce que le love bombing, on en voit de plus en plus. Puis c'est un terme en anglais, là, mais qui signifie en fait de bombarder d'amour. La personne reçoit tellement de l'amour vite que comme techniquement, c'est pas normal. Là. Puis je voulais le dire parce que cette histoire-là, ça m'a vraiment touchée. J'ai l'impression qu'on peut être beaucoup à se reconnaître un peu du moins là, dans l'histoire de Shiori. On n'est pas obligé d'accepter les cadeaux de quelqu'un, on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un. Puis en tout cas, j'espère qu'à l'avenir, les femmes vont se faire croire. J'espère que ça ne vous empêchera pas de demander de l'aide. C'est important. Il y a plein de ressources d'ailleurs. Si vous êtes victime de violences conjugales, il y a les ressources de SOS Violence conjugale. Je vais juste aller vous trouver le numéro. Je ne l'ai pas sous la main. Laissez-moi un petit instant. Si vous avez un téléphone ou un papier, notez-le. Si vous êtes victime de violences conjugales, c'est une ligne d'écoute qui est ouverte 24 heures sur 24. Donc, c'est le 1-800-363-9010. Puis, je crois, en fait, même, je suis certaine, là, il y a une ligne, il y a comme un clavardage aussi là, par texto si c'est plus facile pour vous. Puis, sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Puis, j'espère que c'est venu vous toucher autant que moi. Puis que ce genre de sujet-là, ça vient, comment je pourrais dire, pas éduquer, mais genre toucher certaines personnes qui sont peut-être pas conscientes de l'ampleur du contrôle coercitif. Puis, tu sais, j'ai vu qu'il y a plusieurs, c'est un grand mot, mais il y a quand même quelques hommes qui m'écoutent puis qui me suivent. J'ai même reçu plusieurs commentaires de la part de certains hommes là, qui me disent qu'ils aiment mes épisodes puis pour me féliciter d'aborder ces sujets-là puis pour me dire que, tu sais, ils en avaient appris davantage.
Puis honnêtement, vous n'avez pas idée à quel point ça me touche d'avoir une communauté féministe, surtout des hommes. Ça fait toute la différence pour moi. Puis ça me prouve que ce que je fais, ben ça a de l'importance, puis ça a de l'impact, là, tu sais. C'est sûr que j'ai pas une grosse plateforme, mais si je suis capable d'en sensibiliser un, ben pour moi, ça fait toute la différence. Puis pour vrai, les gars qui me suivent, je vous aime full. Les filles aussi, pour vrai, c'est tellement le fun. Je vois que la communauté s'agrandit. Puis je capote, ça me touche beaucoup, puis je suis vraiment très, très, très reconnaissante. Donc c'est ça, si le cœur vous en dit, je vous invite à me donner la note de 5 étoiles, ça fait vraiment toute la différence. Puis je pense même que je commence à me faire suggérer là, en tant que nouveau balado, donc vous me direz, là, je suis curieuse de le savoir. Et sinon, ben nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une histoire et vous ne voulez pas la manquer. C'est une histoire que, bon, là, je vous fais un petit spoil. C'est une histoire qui a été racontée par plusieurs podcasts, une histoire d'actualité, mais qui s'est passée proche de chez moi. Puis je me devais de la raconter ici. Il s'agit de la disparition troublante de Liam Thoman, survenue au Mont-Tremblant. C'est une disparition qui me hante et vous ne voulez surtout pas manquer ça. C'est important. Bye! Le Balado Mockshot est produit et réalisé par Leila Girard, la musique et la conception sonore par Nicolas Châtel.